Bonjour Monsieur Bomba. Bonjour madame. Monsieur Bomba, vous avez été invité par Monsieur Philippe de Winter, membre du Parlement flamand, pour une visite en Belgique où vous pouviez, en tant que président de l'ALSEC, participer à des conférences et réunions au Parlement flamand et européen afin d'expliquer et d'éclaircir ces parlementaires sur les motifs et les buts de votre organisation. Malgré l'engagement de votre prise en charge que vous a envoyé M. De Winter, les autorités belges ont refusé de vous donner un visa. D'après vous, M. Bomba, quelles sont les raisons de ce refus? Merci. Je voudrais tout d'abord préciser une chose, madame. Émile Bomba est un citoyen camerounais comme tous les autres. Une autorité consulaire peut, oui ou non, accepter de me délivrer un visa. Cela dit, il faudrait quand même comprendre qu'il y a des faits assez surprenants dans ce refus. Il s'agit d'une invitation officielle du Parlement flamand. Compte tenu donc de la qualité des personnes qui invitaient, il est extrêmement surprenant aujourd'hui de constater que ce visa a été refusé. Et aussi, compte tenu, vous savez bien, ce que pose comme problème aujourd'hui les migrations entre le Nord et le Sud. Il est donc extrêmement important qu'une association comme la nôtre, qui depuis 5 ans travaille dessus, puisse apporter son point de vue lors des débats qui ont lieu sur les régularisations en Belgique. Donc je pense que loin d'être le choix, le refus, loin d'être orienté uniquement sur la qualité de mes papiers, je crois que c'était plus une décision politique. Mais comme j'ai précisé tout à l'heure, nous sommes respectueux, n'est-ce pas, des décisions que prennent les gouvernements des États étrangers. Vous êtes le président de l'association de lutte contre l'immigration clandestine. En tant qu'Africain, vous luttez contre l'immigration illégale des Africains vers l'Europe, l'Occident. Quelle est votre motivation? Eh bien, les motivations de la création de l'ALSEC sont doubles. Premièrement, elles sont d'un ordre, je vais dire, émotionnel. En 1999, nous avons perdu un ami qui essayait de joindre l'Italie. Ce décès nous a tristement fait prendre conscience de l'existence d'un phénomène dangereux qu'est l'immigration clandestine. Donc, cela dit, nous avons une deuxième raison pour laquelle nous avons créé notre association, c'est l'absence de débat relatif aux migrations dans nos pays. Au début des années 2000, nous avions comme l'impression que ce sujet était pratiquement tabou, alors que même ce sont de jeunes Africains, de jeunes Camerounais, Tchadiens, Maliens, Sénégalais qui y meurent. Il était donc important d'amener la jeunesse d'abord, la jeunesse africaine, n'est-ce pas, dans ce cadre de débat. Il était aussi surtout important de mobiliser l'opinion publique africaine et les gouvernements. C'est la raison pour laquelle l'ALSEC a vu le jour en 2003. Vous prenez que l'immigration clandestine, c'est d'abord un drame humanitaire. Qu'est-ce que l'ALSEC fait pour démontrer aux Africains que l'Europe n'est pas la terre promise et que l'on peut se construire un avenir heureux en Afrique? Pourquoi un drame humanitaire? C'est d'abord la première question. Eh bien, madame, voyez-vous, depuis 1990, selon l'organisation Fortress Europe, c'est près de 13 000 Africains qui sont morts dans la tentative de joindre irrégulièrement ou clandestinement l'Occident. Eh bien, c'est 13 000 morts de trop, ce d'autant plus que ceux qui meurent, ce sont des hommes et des femmes qui sont extrêmement déterminés, qui par leur envie de réussir, leur détermination à améliorer, n'est-ce pas, leur niveau de vie, s'en aillent. L'Afrique, pourtant, pour se développer, a besoin de ce type de personnes pour s'en sortir. Il est donc inadmissible de voir ceux qui peuvent le plus faire bouger les lignes, les voir disparaître de la sorte. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'effectivement, les migrations sont un drame humanitaire. Et ça, ce ne sont que des chiffres, des statistiques que nous avons. Nous sommes convaincus que si nous pouvions recenser toutes ces personnes-là, elles nous seront au-delà des 13 000 morts. Qu'est-ce que nous faisons par la suite pour décourager les jeunes à ne pas partir? Vous savez, nous nous appuyons sur 3 axes de travail. Premièrement, nous avons la sensibilisation. À travers les sensibilisations, nous essayons d'empêcher les jeunes qui ont pour projet une migration pas bien préparée ou bien, comme on va dire, clandestine, à leur faire comprendre quels sont les risques liés à ce type de migration. Et par la suite, nous avons comme axe de travail les études. À quoi servent les études, madame? Elles permettent de comprendre réellement quelles sont les motivations pour lesquelles les jeunes partent. Nous avons
très longtemps constaté cette absence de données fiables sur les motivations réelles de ces jeunes. Alors nous avons donc dû intégrer cet aspect comme outil fondamental de notre travail. Et le troisième point, c'est les partenariats. Vous savez, nous n'avons pas la prétention de résoudre seul ce phénomène. Nous avons besoin de l'apport de tout le monde, parce que ça touche plusieurs secteurs de la vie. Vous avez par exemple des secteurs concernant les activités économiques. Beaucoup parlent parce qu'ils se plaignent du manque d'emploi. Vous avez, n'est-ce pas, des secteurs concernant l'aspect, je vais dire, sanitaire. Les maladies, il y a le sida qui est pris à partir pendant ces migrations-là. Mais nous avons un autre aspect qui est fondamental, celui-là. C'est pour ça que nous avons accepté la main tendue du Vlaams Belang. Nous avons un autre aspect qui est les partenariats stratégiques. Nous ne pouvons pas, madame, uniquement penser résoudre les problèmes migratoires au sud, tout comme les Occidentaux, à un moment donné, ont cru qu'ils pouvaient le régler uniquement à partir du nord. C'est pour ça donc que nous créons des ponts afin de résoudre ces problèmes. Cette batterie d'activités, n'est-ce pas, d'actions nous permettent donc de proposer à des jeunes des solutions adéquates et adaptées à leurs besoins. C'est pour ça qu'avec le projet Horizon Fertile 2020, nous avons par exemple pu comprendre pourquoi est-ce que l'agriculture était désertée par la jeunesse. Eh bien tout simplement parce que ça ne leur permet pas d'avoir un revenu mensuel leur permettant de vivre dans la dignité. Et qu'est-ce qu'Horizon Fertile 2020 vient faire? Ces 200 jeunes qui sont pris par Horizon Fertile 2020, eh bien ça leur permet, avec un système de rotation des cultures, d'avoir un revenu mensuel leur permettant, n'est-ce pas, d'accéder à un meilleur niveau de vie. C'est d'autant plus qu'il ne faut pas l'oublier, ils sont 67% à dire ne pas partir au cas où on leur proposait mieux, et ils sont 87% des jeunes de la ville de Yaoundé à dire rester au cas où ils pouvaient avoir, quel que soit l'emploi qu'ils aient, un revenu digne. La dignité pour eux, c'est quoi? Une bonne maison, enfin une maison où l'eau ne manque pas quand il pleut, pouvoir se soigner et se nourrir et nourrir leurs proches. Donc voilà à peu près ce que l'ALSEC essaie de faire pour, n'est-ce pas, démontrer aux jeunes que l'Europe n'est pas le Dorado, mais il faudrait comprendre que les médias occidentaux ne nous aident pas beaucoup dans... Vous vivez et travaillez au Cameroun. Nombre de vos compatriotes ont immigré illégalement vers l'Europe. Comment votre pays a vécu cet exode? Quelles en sont les conséquences sociales, économiques et démographiques? Eh bien, madame, il faudrait comprendre que l'immigration irrégulière des Camerounais a été vécue de façon diverse. On va plutôt dire mitigée. Au départ, l'opinion publique accordait peu d'importance à ce phénomène. Il aura malheureusement fallu les incidents de Ceuta et de Melilla en 2005 pour que l'opinion publique s'empare de la question. Et puis, les migrations irrégulières peuvent également déstructurer la société. Cela a d'ailleurs fait l'objet des travaux du professeur Tiafak Nanfosso de l'Université de Yaoundé 2, qui a pu démontrer, n'est-ce pas, que les transferts de fonds provoquaient une certaine inflation. Pourquoi? Les familles qui ont un membre en situation irrégulière à l'étranger, qui arrivent à leur faire parvenir quelques fonds, n'est-ce pas, sont les seuls à pouvoir bénéficier. Or, ces transferts de fonds donnent à ces familles un certain pouvoir d'achat qui leur permet d'acquérir des produits de première nécessité, on va dire, à des prix vraiment auxquels les bourses locales ne peuvent rien. Cela donc tire les prix vers la hausse et ça crée des tensions sociales et politiques. Ça peut en partie expliquer, n'est-ce pas, les grèves de février 2008 où on a vu au Cameroun, les gens se battent contre la cherté de la vie. Mais ça, c'est de façon marginale. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence sur l'immigration? C'est que les familles qui n'ont pas de poche à l'étranger vont tout faire pour qu'un de leurs parte et puis peut aussi leur envoyer quelque chose. Donc nous pensons que bien que les transferts de fonds peuvent apporter quelque chose à nos économies, en l'état, nous pensons que c'est un peu difficile de continuer comme ça. Il y a plus de médecins camerounais en Europe qu'au Cameroun. La même chose s'applique pour d'autres pays africains. Quel est votre sentiment à l'égard de ces Africains privilégiés qui ont eu l'occasion de faire des études, de devenir médecins, ingénieurs et qui finalement se sont établis en Europe ou aux États-Unis? Effectivement, ces personnes sont des privilégiés. Même si on peut comprendre que les États africains n'arrivent pas à mettre sur pied des mesures incitatives pour que ces personnes reviennent, force est quand même de constater que ce sont ces mêmes États
qui ont eu à les aider afin que ces personnes puissent s'expatrier. Et il y a une partie encore visible, très souvent négligée, de personnes qui ont aidé ces personnes-là à avoir acquéri cette formation de qualité. Ce sont les contribuables. Alors, comment comprendre que de nos jours, des femmes continuent à mourir de suite d'accouchements difficiles, simplement parce qu'il leur a manqué un médecin? Comment comprendre ou comment accepter que ce soit des entreprises étrangères qui viennent construire des ponts, des routes, des adductions d'eau, alors que nous avons de milliers d'ingénieurs répartis de par le monde? Eh bien, il y a un fait encore plus grave. Ce n'est pas seulement pour une quête de formation que ces personnes partent. En 1997, l'Organisation internationale pour les migrations a révélé que 11% des cadres supérieurs et 6% des cadres moyens ont eu à démissionner en Afrique du Sud afin de s'expatrier hors d'Afrique. Dans le même temps, entre 1985 et 1990, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a apporté des statistiques selon lesquelles pas moins de 60 000 cadres supérieurs africains se sont expatriés hors d'Afrique. Alors, à ce moment-là, cela représentait le tiers des personnes hautement qualifiées. Qu'en est-il 18 ans plus tard? Nous estimons que nous sommes déjà peut-être dans les 2 tiers. Donc, nous ne pouvons que demander à ces personnes formées d'accepter de revenir. Et si l'aspect financier l'emporte sur tous les autres, pourquoi quand ces personnes sont à l'âge de la retraite, pourquoi ne viendraient-elles pas faire partager leur savoir-faire et leur expérience à ces jeunes cadres, à ces jeunes d'Afrique qui ne demandent pas de plus pour pouvoir essayer de mener le continent vers une autre voie? La ville d'Anvers compte 30 000 illégaux, la ville de Bruxelles 80 000. La majorité de ces illégaux est originaire d'Afrique. Comment voulez-vous convaincre ces personnes à retourner en Afrique? Quel message vous avez pour eux? Pour convaincre ces personnes afin qu'elles reviennent en Afrique, selon nous, ne relève pas du miracle. C'est une démarche qui obéit à un processus. D'abord, il faudrait comprendre pourquoi ces personnes ne veulent pas revenir. Parce qu'il faudrait noter que ce n'est ni le Vlaams Belang, ni les autorités belges qui ne font pas des efforts pour que ces personnes ne rentrent pas. Non, des efforts sont faits pour qu'elles rentrent. Mais pourquoi ces personnes s'abstiennent, refusent de revenir? Alors, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons d'abord qu'il y ait une enquête qui soit menée auprès de ces personnes afin de comprendre pourquoi elles ne rentrent pas. Et à partir des analyses faites de cette enquête, apporter des propositions ou des réponses concrètes à leurs besoins afin de les inciter à revenir. Or, qu'est-ce qui se passe en Occident très souvent? C'est que les programmes de retour ne prennent pas en compte cet aspect qui, pourtant, d'après nous, est fondamental au retour des personnes. Et c'est pour ça que nous tendons la main au Vlaams Belang. Pourquoi? Parce qu'à travers, par exemple, la brochure illégale en Belgique, qui montre aux immigrants en situation irrégulière quelles sont les possibilités qu'elles ont afin de rentrer dignement dans leur pays et non plus empaquetés, comme c'est très souvent vu dans certains aéroports internationaux en Occident là-bas, lesquels empaquetage conduisent très souvent à des décès. Alors, à travers cette brochure qu'a le Vlaams Belang, il engage une procédure de sensibilisation et donc d'éducation. Parce qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. Ce sont des êtres humains comme vous et moi qui ont une volonté. Alors, il s'agit de les convaincre plutôt que de les vaincre. C'est pour ça que nous sommes d'accord avec le Vlaams Belang et c'est pour ça que nous voulons accompagner ce parti, n'est-ce pas, dans leur politique migratoire. Des organisations autoproclamées antiracistes telles que le collectif pour les sans-papiers agissent pour une régularisation générale des illégaux. Ils veulent en fait la société multiculturelle à frontières ouvertes. Ne pensez-vous pas que ces organisations encouragent l'immigration illégale? Bien que ces organisations aient des visées vertueuses, ça nous le reconnaissons, nous pensons que leurs actions, l'impact de leurs actions sur le plan africain est extrêmement dommageable et de fait encourage l'immigration irrégulière des jeunes Africains. Comment voulez-vous que nous puissions convaincre un jeune qui est devant sa télévision et qui voit comment une association a pu permettre à quelques immigrants en situation irrégulière d'obtenir leur papier? Mais de facto, nos actions ne pourront plus leur convaincre qu'ici, quelque chose est encore possible. Eh bien non, elles partiront, sachant que là-bas, elles vont être encadrées par ce type d'organisation. Par ailleurs, je crois que ces organisations ne veulent pas le mal des migrants en situation irrégulière, bien au contraire.
Mais il ne faudrait pas se voiler la face. Ils sont beaucoup plus nombreux dans nos pays, prêts à partir justement parce que ces organisations se trompent de combat. Pourquoi les jeunes partent? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est famine, misère, guerre, pauvreté et tout ce que vous voulez. Alors, ces organisations qui sont donc en Occident et donc qui ont une proximité avec les différents gouvernements occidentaux, elles devraient plutôt réorienter leur combat vers plus d'autonomie politique et économique pour les États africains. Ces conditions réunies, nos États vont certainement atteindre des niveaux économiques acceptables pour toute leur population. Et là, vous verrez que le jeune migrant africain ne voyagera plus, comme c'est le cas actuellement, parce que quoi, il a tout dans son pays. Alors, quand il voudra sortir, eh bien, il aura nécessairement tout ce qu'il faudra pour une migration bien préparée. Que pensez-vous de la régularisation d'illégaux africains en Belgique et en Europe? Nous, il faudrait d'abord comprendre, on régularise. Pourquoi? Si c'est pour arrêter l'immigration clandestine, eh bien c'est faux. On régularise pour permettre à un individu qui est en situation d'irrégularité, n'est-ce pas, d'avoir une existence légale. Alors, vous me posez la question de savoir, est-ce que cela va entraîner un afflux de migrants en situation régulière? Mais prenez le cas de l'Espagne. L'administration Zapatero, en 2005, a régularisé près de 700 000 migrants en territoire espagnol. Et le résultat, n'est-ce pas, tel que nous donne l'Office des statistiques espagnoles, c'est qu'en juillet 2006, l'Espagne se retrouvait à nouveau avec plus d'1 million de migrants en situation irrégulière. Et en plus, la pression, n'est-ce pas, qu'exercent les migrants en situation irrégulière est devenue extrêmement importante au point où l'Espagne aujourd'hui est obligée de se tourner vers ses partenaires européens, n'est-ce pas, pour l'aider à réduire cette poussée migratoire. D'où le renforcement de Frontex, n'est-ce pas, au large des îles Canaries. Donc, pour conclure sur cette question, nous croyons fermement, et cela a été démontré, que les régulations massives, n'est-ce pas, encouragent les migrations irrégulières. Toutefois, il faudrait bien comprendre, nous ne sommes pas pour les régularisations zéro. Non, il y a des individus, il y a des migrants en situation régulière qui sont bien intégrés, qui sont parfaitement acceptés par les populations avec lesquelles elles vivent au quotidien. Alors pour cela, qu'est-ce que nous préconisons? Nous préconisons une étude des dossiers au cas par cas, mais à une condition, c'est que les médias occidentaux arrêtent de faire de propagande, arrêtent de faire toute une publicité là-dessus, parce que le résultat, on aura un effet pervers où le jeune Africain verra cela et bien il partira à nouveau. Est-ce que vous estimez que des régularisations individuelles ou collectives attirent de nouvelles vagues d'immigration clandestine? Oui, je viens de le dire. Nous pensons que le cas de l'Espagne est assez parlant. Le cas de l'Italie aussi est assez parlant. Donc oui, ça attire l'immigration irrégulière. Et tel que pratiqué aujourd'hui, les régularisations n'auront que cet effet-là. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les médias prennent leur place et que les autorités s'assurent, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas une mauvaise publicité ou bien une publicité qui puisse entraîner un effet pervers là-dessus. Et alors, là, les régulations, oui, ça se fera. Alors, M. Bomba, comment comptez-vous travailler avec vos partenaires? Là, je vais particulièrement m'adresser au cadre du Vlaams-Belang et à ses sympathisants. Vous ne vous êtes pas trompé de partenaire en travaillant avec nous. Depuis très longtemps, on n'a pas intégré les deux pôles migratoires, pays émetteur et pays d'accueil. Mais ce que vous avez fait en acceptant de travailler avec nous, c'est ce qu'il nous manque depuis. Nous voulons tous stopper l'immigration irrégulière ou clandestine. Nous voulons tous que l'immigration prenne une meilleure configuration. Alors, ça ne peut être que la main dans la main que nous pouvons y arriver. Et je sais que je peux compter, n'est-ce pas, sur vous, cadres et sympathisants, qui êtes en fait les véritables décideurs. D'ailleurs, je vous passe mon bonjour et à plus tard.